Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau web module patrimonial. Aujourd'hui, nous accueillons Christine Toulier, conservateur en chef honoraire du patrimoine, qui va nous parler de l'évolution du parc de Richelieu. Les jardins de Richelieu, nous les connaissons par une gravure de Marot, de Jean Marot de 1650, qui nous présente une vue perspective d'ouest en est de la basse-cour, l'avant-cour, le château, puis les jardins assez flous qui sont au centre d'un grand canal alimenté par les eaux du Mable. Ce domaine de Richelieu, enfin ce domaine qui est entouré entièrement de murs, fait environ 450 hectares. Et là, sur ce plan de l'ancien cadastre de 1835, on s'aperçoit de l'ampleur du grand parc en vert, de l'ampleur moindre du château et dépendance avec le petit parc et les jardins, et la dimension de la ville qui est à peu près de 1/10 de l'ensemble. La ville de Richelieu et le château sont en fait issus du même projet, un grand projet ville-château, qui a été conçu dans les années 1630 par l'architecte Jacques Le Bercier pour le futur cardinal de Richelieu. En fait, ce projet s'inscrit dans un calpinage régulier d'environ 700 mètres de côté et divisé en carrés de 100 mètres. C'est-à-dire que la ville fait 300 mètres, c'est-à-dire 3 carrés. Le château lui-même fait 3 carrés, c'est-à-dire la basse-cour, le château, les parterres sont sur 3 carrés également, sur la rive gauche du Mable. Et ensuite, on s'aperçoit que le centre de cette grande composition architecturale, géométrique, c'est la place du marché actuel, dite jadis, autrefois, place Cardinal, où se trouvent l'église et les halles. L'ensemble donc de ce grand projet qui paraît très régulier est quand même un petit peu différent dans sa partie basse, c'est-à-dire au sud, là, où on s'aperçoit que ce calpinage doit tenir compte d'une situation préexistante qui n'est pas tout à fait orthogonale. Le parc de Richelieu, aujourd'hui, sur la carte IGN au 25 millième, on retrouve à peu près le grand plan que je viens de vous montrer sur l'ancien cadastre de 1835, c'est-à-dire le grand parc qui est à l'est de la rivière du Mable, qui pénètre dans le parc à cet emplacement-là, pour ensuite gagner ce qu'on appelle le Grand Canal, qui ensuite arrive aux écluses où tout est déversé dans les douves de la ville. Sur ce plan, on retrouve les proportions qu'on a vues sur l'autre, c'est-à-dire une ville qui ne fait que 1/10 de l'ensemble du domaine enfermé de murs. Voici un détail malheureusement un petit peu flou de cette carte IGN au 25 millième, où on retrouve donc le Mable canalisé, les canaux qui enferment les îles quadrangulaires de l'ancien château, du parterre des Romains et des grands parterres qui relient le château à la ville. Et ici, l'axe de composition principale de ce château, qui va de la demi-lune de la route de Châtellerault à l'hémicycle du jardin fleuriste ou du jardin des grottes. Sur cette photo aérienne des années 2000-2005, qui est prise du sud, on voit un paysage beaucoup plus simplifié que sur les plans que je vous ai présentés avant. Ici, vous avez bien la demi-lune de l'entrée de la route de Châtellerault. Ici, l'entrée de la ville de Richelieu. L'axe de la ville qui se poursuit dans le château passe devant l'ancienne île du château pour croiser l'axe de composition principal qui va de la demi-lune de Richelieu jusqu'au jardin des grottes et jusqu'à l'hémicycle, qui est lui-même, se poursuit lui-même par une grande perspective à travers le grand parc et le bois de chêne du château, qui donc conduit à Chaveigne. Donc, on retrouve le Mable, le tracé du Mable, et ici, on s'aperçoit qu'au XIXe siècle, dans la partie basse du château qui était hors le calpinage que je vous ai montré précédemment, donc au sud, on a construit un nouveau château qu'on appelle le Petit Château, qui est au centre d'un parc paysager qu'on retrouvera par la suite, avec ici le nouveau potager. Le château, donc, l'entrée de la basse-cour, l'avant-cour, le parterre des Romains,
le jardin fleuriste, la demi-lune, le grand parterre entre le château et la ville, le grand parterre qui n'a jamais été vraiment réalisé au XVIIe et qui est dit un sainfoin, c'est-à-dire une herbe assez bonne pour les chevaux, l'entrée de la ville, puis le petit château bâti vers 1850 et le nouveau potager au XIXe siècle. L'axe principal de composition du château s'étire d'ouest en est, c'est-à-dire la demi-lune donc de la route de Châtellerault qu'on retrouve ici. Ensuite, une première partie qui était donc la basse-cour, puis ici ponctuée par le manège qu'on retrouve ici, vous avez l'anticour du château où se trouvaient les écuries dans cette partie-là. Ensuite, vous avez la plateforme elle-même du château qui est bastionnée et où on se rend compte, même sur ce plan de Marot, de Jean Marot, cette gravure de Jean Marot, que le château et cette plateforme sont un peu distordus, un peu. Ensuite, vous avez le parterre centré des Romains, ici maintenant est dénudé, avec simplement cette rangée d'ifs un peu disgracieux. Puis ensuite, vous avez le grand canal du Mable, ici, et le jardin fleuriste avec la demi-lune au fond, qui est flanqué de chaque côté par deux grottes. La grotte des jardins, enfin d'une serre, d'une orangerie, et de l'autre côté, la grotte dite de Bacchus, qui est reliée à des caves ensevelies sous le coteau. On s'aperçoit sur ce grand plan de Marot qu'en 1650, on avait conservé la chapelle Saint-Nicolas, qui était l'héritage du château antérieur du père du cardinal. Sur ces gravures de Marot, toujours de Jean Marot, 1650, vous avez ici une vue dans l'angle sud-est du château, inversée par rapport à la précédente, c'est-à-dire que là, on a supprimé la charmille et on voit les statues des niches de la charmille qui ponctuent la demi-lune du jardin des fleuristes. Vous avez ici en plan la grotte de Bacchus qu'on retrouve ici, avec la demi-lune ici et les niches. Et puis, vous avez, entre cette demi-lune et le château, le dit parterre des Romains, que l'on voit ici ponctué aux angles par des statues. Cette gravure présente un pont dans l'axe qui, de mon point de vue, n'a jamais existé. Il serait ici, parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce pont, voyez, les autres ponts sont ouverts, celui-ci est fermé. Et pour moi, il s'agit simplement du support d'un jet d'eau. Aujourd'hui, en vue aérienne du sud vers le nord, on a la plateforme bastionnée du château qui est conservée. On a le parterre des Romains, ici, où on devine encore en photographie aérienne la présence insolite de deux bassins, probablement deux bassins. On a ici le grand canal qui conduit aux écluses qui s'écouleront dans les douves de la ville qui sont ici, et l'ancien grand parterre de la ville est ici le Saint-Foin. On s'aperçoit aussi que ce grand parterre de la ville est ponctué de deux ronds qui probablement sont les vestiges enfouis de deux bassins. Ces traces de l'ancien jardin, nous allons les retrouver au fur et à mesure de notre visite. L'allée que vous apercevez ici est celle qui passe devant les grottes. Vous avez ici l'emplacement des écluses qui sont cachées par les arbres, et voici aujourd'hui ces fameuses écluses qui permettent donc d'alimenter les fossés de la ville et de réguler le niveau de l'eau. Ce que je vous ai présenté, c'est les vestiges d'un jardin du XVIIe siècle créé donc pour le cardinal de Richelieu. Mais Richelieu, en 1624, rachète la propriété familiale dont son frère aîné avait hérité en 1619. Cette propriété familiale était en déshérence depuis 1590, date de la mort du père du cardinal, qui avait laissé tellement de dettes que la succession n'avait pas été acceptée. Les jardins donc, de la fin du XVIe siècle, donc, qui ont été interrompus en 1590 lors de la mort du père du cardinal, donc de François IV du Plessis, servent en fait de socle à ce nouveau jardin du XVIIe siècle. Nous revenons donc à l'ancien cadastre qui nous présente les vestiges tels qu'ils existent
en 1830, après les démolitions fort avancées du fameux Bautron et de sa fille, qui ont racheté le château pour le transformer en carrière de pierre en 1805. On s'aperçoit aussi que sur ce plan de 1838, les communs ne sont pas encore tout à fait démolis, qu'en revanche le château est totalement démoli, probablement faciliter l'évacuation des matériaux. On a comblé une partie des douves, donc de la plateforme fossoyée, qui est elle-même transformée. On s'aperçoit aussi que les grottes sont conservées, mais c'est normal, parce que lors des partages à la fin de la Révolution française et lorsque la famille récupère la propriété du domaine, on s'aperçoit que la partie à gauche du Mable, qui coule ici, est dévolue au 5e duc de Richelieu, alors que l'autre partie est dévolue à ses sœurs, à ses demi-sœurs, mesdemoiselles de Jumilac et de Montcalm. Donc, les démolitions de Bontron ne concernent que la rive gauche du Mable, la rive droite étant, disons, épargnée, et notamment les 2 superbes grottes encore conservées aujourd'hui. Sur ce cadastre ancien, on s'aperçoit qu'il y a ici un semis de pointillés qui sont reliés à une grande allée qui rejoint l'axe principal de composition du château de Richelieu. Je pense que ce petit semis de points est l'emplacement de l'ancien village des Sablons, où existait une église, puisqu'il y avait une paroisse, qui a été démolie pour être reconstruite dans la ville nouvelle de Richelieu. Je pense, et j'avance comme hypothèse, que cette parcelle ronde qui se trouve ici et qui fait environ 1700 mètres carrés pourrait être l'emplacement d'une motte féodale du premier château de Richloc, qui aurait été le point d'ancrage à partir du XIVe siècle, du XIVe siècle de la famille de Richelieu. Vous avez ici donc les détails de ce cadastre, et ici, sur un très vieux plan, vous avez également la mention donc de l'ancien village de Richelieu qui conduisait à la porte de Bray-sous-Fay, dont le village se trouve maintenant à proximité. Avant 1630, nous avons quelques documents, notamment une gravure de Tassin, de Christophe Tassin de 1634, que là je vous ai inversé pour vous mettre dans le même sens de tous les documents que je vous ai présentés jusqu'à présent. Vous avez ici ce qui correspond à la demi-lune donc de Châtellerault, probablement à la demi-lune de la route de Châtellerault. Vous avez ici une avant-cour, une entrée avec une avant-cour, une cour. Ici, un château entouré sur une plateforme fossoyée qui communique avec un jardin qui est lui-même flanqué de 2 bassins qui se trouvent au bord du Mable. Et au-delà, vous avez ici la présence d'une sorte de manoir avec un porche d'entrée et une chapelle. Cet axe ici relie la commune de Chaveigne et se trouve être une des principales entrées du château, donc au fin XVIe siècle, début XVIIe siècle. Sur ce document de gauche, vous avez ici une sorte de château avec des corps de bâtiments qui se distinguent par leur toiture en pavillon, qui flanquent une cour qui est donc proche de celle-ci, et on met Richelieu. Là, sur la rive droite du Mable, ici, il est marqué les offices de cuisine, le parc, au-delà du portail. Et là, grand canal séparant la maison d'avec les offices. Donc, on s'aperçoit que dans les années 1600, le grand canal existe déjà. En 1634, il existe déjà, puisqu'il existe aussi sur ce dessin. Là, il y a marqué jardin, là, il y a marqué jeu de paume, et ici, les offices des écuries. Donc ici, nous sommes dans les écuries. Ce premier château n'a en eau que le grand canal et une pièce d'eau qui précède la ville. On s'aperçoit que chaque carré de jardin est probablement légèrement en dessous du sol des allées ou des mailles qui permettent la circulation autour de ces carrés ou de ces parterres de jardin. Donc, nous avons un jardin bas que l'on peut admirer en se promenant sur des grands mailles qui permettent de contourner les différentes parties du jardin.
Sur un dessin de la collection Chenevière, on a un vague croquis, dont signé non daté, qui présente donc un logis avec un pavillon central dans une cour qui est flanquée ici d'un pavillon d'angle et ici d'un porche d'entrée. Au dos de ce dessin, vous avez la représentation de la fameuse basse-cour des Offices, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le portail qui donne sur l'avenue de Chavaigne, et sur la droite ici, la chapelle Saint-Nicolas. Vous avez le pont qui franchit le Grand Canal, et au-delà de ce Grand Canal, vous avez un jardin bas que l'on contourne, comme ceci, par des mailles. Vous voyez ici, vous avez des petits personnages à pied et à cheval qui passent devant nous. Et je pense que le dessinateur se trouve dans le nouveau château construit dans les années 1580 par François IV du Plessis et qui regarde vers un parterre avec un bassin, un parterre non régulier, rectangulaire, dissymétrique, mais qui est constitué de 4 carrés autour d'un bassin central. Et ici, vous avez donc 2 rangées d'arbres. Ensuite, il y a un talus qui supporte le mail latéral. Donc, ce jardin était donc visible depuis cette façade, ou bien ce corps de pavillon central qui marquait le centre de la composition du château de 1580, qui était donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, devant une cour, une petite cour du château, que l'on peut imaginer de cette façon-là. Nous avons ici la façade d'entrée du nouveau château de 1580 avec la cour, le premier logis, ponctué par un pavillon central orné d'un ordre géant, mais surtout de niches à frontons triangulaires et curvilignes inversés, comme l'aile de Bulan au Louvre. Donc, on a déjà, vers 1580-90, la construction d'un château savant par le François IV du Plessis, le père du cardinal. Il semble que cette construction donc, de ce nouveau château sur une plateforme fossoyée soit la suite de la construction de la basse-cour qui se trouve ici et qui aurait été, elle, construite dans les années 1569-70 que François IV épouse Anne de Plessis. Ce premier logis qui avait été construit lors du mariage du père avec Anne de la Porte, en fait, se compose, on entre dans une cour qui est flanquée d'une chapelle d'un côté, du logis de l'autre, logis porche, qui permet l'accès à la grande basse-cour qui se trouve devant. En définitive, on s'aperçoit que sur l'ancien cadastre de 1835, qu'est-ce qui reste? Il reste, d'après la gravure de Perelle qui reprend Jean Marot, il reste donc la trace d'une demi-lune flanquée de 2 grottes, dont on a aujourd'hui encore les vestiges. À gauche, la grotte de l'Orangerie, ornée d'une congélation et qui n'est pas pavée. Et à droite, ici, la grotte de Bacchus, qui, elle, est pavée et ornée d'une effigie de Bacchus dans le fronton. Ensuite, nous avons la vue sur le Grand Canal de part et d'autre, donc de cet axe de composition. Ensuite, nous avons le plan schématiquement reconstitué de ce qui était le premier manoir de François IV du Plessis et de son épouse, que je viens de vous présenter. Ensuite, nous avons le jardin bas qu'on pouvait voir du logis du château, sur la rive gauche du Mable, devant la fameuse basse-cour, qui ensuite, cette basse-cour va disparaître, mais en attendant que les travaux se fassent, elle reste en place et l'on construit à l'emplacement de l'ancien jardin le fameux parterre des Romains qui sera modifié au XVIIIe siècle sous le maréchal. Et nous avons la chapelle Saint-Nicolas
qui est conservé aussi et qui sera conservé probablement jusqu'à la fin du XVIIe siècle. On ne connaît pas la date de sa démolition, mais on peut imaginer à quoi elle ressemblait parce qu'elle est tout à fait semblable à la chapelle du couvent de Champigny-sur-Veude. Ce jardin bas de Richelieu, qui est donc visible depuis des mailles, des promenades, des mailles, on peut le comparer au jardin de Saint-Loup-sur-Thouet, à quelques kilomètres, pas très loin de Richelieu. Ce jardin où vous avez un château entre cour et jardin qui, lui, probablement des années 1600-1610, où chaque corps de bâtiment est coiffé de sa propre charpente en pavillon et qui est entouré de douves, et vous voyez des douves que vous voyez ici de l'autre côté, et qui est lui-même implanté sur une plateforme bastonnée avec des fausses braies. On franchit le pont des douves, puis on arrive dans un jardin que l'on peut admirer depuis un mail qui se développe tout autour de ce jardin, et qui est en fait un jardin bas, dans lequel on ne pénètre pas, mais que l'on admire depuis ce mail. Le toué, et non pas le mable, le toué, lui, fait le tour donc de ce jardin, et il est ici, l'eau des douves est ici en partie canalisée pour rejoindre la rivière. Donc on retrouve à Saint-Loup-sur-Thouet des éléments qui sont très proches des dispositions des jardins de Richelieu avant l'achat par le cardinal de Richelieu et ses grands projets de 1630. J'attribue ce château à l'agence de Clément Métézeau. Tout ça, je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais en relation avec un architecte entrepreneur qui était un architecte d'exécution de Métézeau et qui est installé à Richelieu avant 1630 et qui s'appelle Barthélemy Gilles. Barthélemy Gilles est originaire de Saint-Loup-sur-Thouet et ensuite ira construire le château de l'Hermenau en Vendée pour l'évêque de Maillezais. Les jardins de Richelieu par Jacques Le Mercier, tels qu'on les a vus gravés par Jean Marot, pour moi, est-ce un témoignage réel ou une représentation d'un projet? C'est-à-dire, comment est-on passé d'un jardin bas, que l'on admirait depuis des mailles hauts, des mailles en hauteur, à un jardin d'eau que l'on ne peut voir du coup que depuis des barques qui sont sur des canaux et que l'on peut vraiment admirer que de l'étage du futur château de Jacques Le Mercier. Voici donc la représentation de Jean Marot, d'après probablement le projet de l'agence Le Mercier. Donc, je me répète, mais je pense que c'est très nécessaire pour comprendre. Le rond-point de la route de Châtellerault, l'axe de composition ouest-est avec au fond la paroisse de Chaveigne, probablement l'ancien village des Sablons, ici quelque part avant la clôture du parc, et donc qui se compose en des espaces très différenciés. Bon, cet axe est-ouest est coupé par des axes nord-sud, et notamment le principal axe qui est celui qui passe devant la porte du château, et le point de rencontre de ces deux axes s'appelle, d'après François Vignier, le gouverneur du château qui fera une description du château en 1676, s'appelle le point de vue. Parce que quand nous sommes là, nous avons un point de vue vers la ville, un point de vue vers le parc, un point de vue vers l'entrée principale de la basse-cour et nous avons la vision de la porte d'entrée de ce qu'ils appellent un donjon, c'est-à-dire que l'ensemble de la plateforme est appelé donjon et dans laquelle on n'entre pas à cheval ni en carrosse, on rentre à pied. Derrière donc le logis principal où se trouvaient à gauche les appartements du cardinal, à droite les appartements du roi, se trouve sur cette plateforme fossoyée ici le parterre des Romains, qui est dissimulé un peu par la perspective, puis au-delà le jardin fleuriste qui se termine donc par la demi-lune flanquée des deux grottes et qui est elle-même composée d'une charmille percée de niches qui abritent des statues.
Cet axe de composition principale est la base d'un quadrillage, c'est-à-dire que vous avez ici les deux grandes îles rectangulaires du jardin de la ville, ici, et ensuite de ce qu'on va appeler dans les textes le Saint-Foin. De l'autre côté, ce n'est pas très précis, certains l'appellent des pépinières. Ce n'est pas très précis, en tout cas dans la destination de ces espaces ici. Si on fait un gros plan avec Gabriel Perel, quelques années après Jean Marot, de ce fameux jardin fleuriste, on retrouve bien les deux grottes. On voit que ce jardin est fermé par des grilles, alors qui peuvent être des claire-voies en bois ou bien des grilles en fer. On voit très bien ici ces portails à claire-voie ici, et puis une broderie très très savante qui orne principalement les parterres autour du bassin central, donc de la demi-lune. Tout ceci sur le bord du Mable, donc dans cette partie ici. Voici le parterre des Romains vu de la demi-lune par Gabriel Perel. Donc on retrouve un bassin central autour duquel se trouvent 4 carrés de jardins ornés eux-mêmes de broderies très savantes et d'arabesques et de rinceaux extrêmement savants. On a ici le pont qui permet l'accès au vestibule du château et on remarque la fosse Bray qui entoure l'ensemble du château et fosse Bray qui est bastonnée aux angles sur les douves, et il semblerait que les petites guérites qui ponctuent donc ces bastions soient des latrines. Desnoyers de Saint-Sorlin écrit au XVIIe siècle un poème de 8 promenades, décrit donc le parc et le château de Richelieu. Et ce qui est intéressant, c'est de noter son texte. Dans la partie qu'il appelle la 7e promenade, c'est-à-dire de la mansuétude, il dit que j'aime la nuit fraîche et ses lumières sombres, lorsque l'astre des mois en adoucit les ombres, que ce palais pompeux me paraît bien plus beau quand il n'est éclairé que du second flambeau, dont la douce clarté d'autres grâces apporte, rehaussant les reliefs par une ombre plus forte. Donc nous sommes la nuit. Sous la corniche aiguë, une longue noirceur sur le mur qui la porte en marque l'épaisseur. Vous imaginez donc ces corniches en saillie profonde qui accentuent l'ombre sur les façades. Sur le mur qui la porte en marque l'épaisseur. Et chaque niche creuse a de chaque statue la figure imprimée, obscure et rabattue. Une brune couleur des balcons avancés trace sur un fond blanc les angles renversés. Et de chaque obélisque à pointe égalée tombent sur le pavé les pointes affilées. Les fameuses obélisques qui vont ponctuer l'entrée principale du grand escalier du château dans la cour et qui ensuite seront récupérés par Joséphine de Beauharnais à la Malmaison. Lorsque sur ce château la lune se fait voir, en éclaire une part et peint l'autre de noir. Je pense voir deux temps que confond la nature. Le jour est d'un côté, d'autre la nuit obscure. Quel miracle qu'ensemble ici règnent sans bruit et partagent la place et le jour et la nuit. Allons voir au jardin, en plus ample étendue, l'ombre de ce grand corps sur la terre épandue. Déjà du grand palais si clair, si bien dressé, j'en vois sortir un autre obscur et renversé, noircissant le parterre et ses superbes dômes sur la terre couchée comme de longs fantômes. En fait, ce poète est en train de décrire le reflet du château dans les canaux, dans l'eau des canaux, la nuit, et en décrit toute la poésie et le charme. Ici, j'ai tenté de restituer, d'après donc les visites de François Vignier en 1675, ce qu'il dit de ce jardin du château du cardinal de Richelieu. En fait, je vous retrouvais donc la disposition d'ensemble donc de l'axe principal de composition du château, mais il décrit plus spécifiquement la végétation qui l'entoure. En fait, on apprend que les principales avenues sont bordées d'ormes. Tout ce que vous avez en point, ce sont des ormes. Et que ces avenues d'ormes sont elles-mêmes bornées de palissades de buis.
Le centre des îlots formés par les allées est planté de charmes. On achète une quantité invraisemblable de charmes dans les pépinières d'Orléans, 145 000 ou quelque chose, ou un nombre approchant. Essentiellement, ce parc n'est pas très riche au niveau botanique. Il ne renferme que des bois de charme et des alignements d'ormes. Mais sur ici, le bord du canal, la rive droite, qui en fait débouche sur le jardin fleuriste et qui permet d'admirer la composition d'ensemble des parterres, on a une description très précise. Tout d'abord, on a le mur du parc. Le parc, le grand parc, est quand même fermé d'un mur qui le sépare du petit parc. Ce mur est lui-même couvert d'aubépins ou d'aubépines en palissade. Donc le mur est caché. On a le sentiment que il n'est là que pour faire croire qu'il y a un mur végétal. Ensuite, il y a une allée d'ormes devant ce mur palissé et les ormes sont eux-mêmes reliés par une palissade d'aubépines. Ensuite, vous avez une grande pelouse qui conduit à la chapelle Saint-Nicolas. Vous avez de nouveau une rangée d'ormes palissés avec de l'aubépine. Vous avez une contre-allée. Ensuite, vous avez une rangée d'ormes, une allée, une rangée d'ormes et vous avez le grand canal. Donc, une structure assez rigide, rectiligne. Le Vignier appelle lui-même l'île adjacente au parterre des Romains, il l'appelle le Saint-Foin, et l'île qui permet, quand on passe de la ville au château, la grande allée, en fait, longe le grand parterre, qu'on appelle grand parterre de la ville. À la hauteur de la basse-cour, on a un mail à tournant. Ça veut dire que ce mail permettait qu'on s'adapte à l'emplacement du soleil. On avait ensuite des bois de charme. Le jardin fruitier était relégué assez loin vers le bout du parc, là où le mâble entre dans le parc, et c'était essentiellement un jardin fruitier. Il y avait également la grande allée qui passait devant le château. En fait, cette grande allée venait donc de la ville. Ici, on entrait dans le château par des portes, par une petite porte. On passait devant le château et là, on se retrouvait au point de vue, ici. Ensuite, on avait une petite porte parce que le pavillon d'angle qui se trouvait là abritait les pompes qui alimentaient le château et la ville en eau. Et ensuite, cette grande allée conduisait à un rondeau et à une patte d'oie que je n'ai pas pu dessiner parce que je n'en avais pas du tout la tracée. Le parterre des Romains, François Vignier, donc, en 1673-75, il dit « Les figures antiques sur des piédestaux flanquent les accès aux différents ponts. » Vous avez le pont qui va du vestibule dans le parterre. Vous avez le petit pont du parterre du Grand Pré, le petit pont du parterre du Saint-Foin, et parce que le petit pont du parterre du Grand Pré, il tournait avec un deuxième pont ici qui rentrait dans le parterre. Il n'y avait pas de pont dans l'axe, car il y avait effectivement une structure maçonnée et qui supportait, de mon point de vue, un jet d'eau. Tous ces jardins vont être remaniés, restaurés, mis au goût du jour au XVIIIe siècle, à partir de 1715, par le maréchal de Richelieu, arrière-petit-neveu du cardinal. Deux grands architectes interviennent sur ce parc à ce moment-là, ce sont, par ordre chronologique, Degaut, puis Chevotet. Vous avez ici une représentation des jardins au XVIIIe siècle, où on retrouve les grandes dispositions que je vous avais présentées, c'est-à-dire ici la ville avec l'église, la halle, une partie de la ville. Vous avez ici les écluses qui permettent au Mâble de déverser son eau dans les douves de la ville. Et puis, vous avez quand même quelques changements.
C'est-à-dire que le parterre des Romains, on s'aperçoit, n'est plus centré, n'a plus de bassin au centre, mais est divisé en deux parties parallèles. Vous avez le M partout qui veut dire mâble. Le mâble est un petit peu partout. Dans l'axe, vous avez donc le parterre fleuriste, enfin le jardin fleuriste et la demi-lune profondément transformés. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans une composition d'une grande régularité et assez simple, géométrique. Là, on est plutôt dans une composition qui démarre au pont du vestibule et qui va jusqu'à la porte de Chavaigne, en passant entre les grottes. Un bassin, apparemment, à moins que ce soit un parterre rond, mais j'ai peut-être un bassin ou un parterre rond, mais si c'était un parterre, ça cacherait la vue, donc ce n'est pas possible. On s'aperçoit que, et ça c'est un projet de Degaut, mais réalisé par Chevauté, on a étiré considérablement la demi-lune vers l'est. On a également profondément transformé le grand parterre de la ville, qui conserve toujours deux bassins, mais avec une hiérarchie dans le décor, c'est-à-dire on passe d'un jardin à des bosquets. Ici, également, on a le même cheminement, bosquets, mais vers des bosquets beaucoup plus allongés et qui sont en fait des bosquets tracés dans le petit parc existant. Et on dit bien que toutes les allées que l'on va tracer doivent éviter de couper des arbres. Ça, c'est bien dit dans les lettres entre le gouverneur Jahan au maréchal de Richelieu. Et puis, on s'aperçoit que l'ancien jardin du Jeu de Paume est transformé en bosquet et qui est ponctué en son centre par un bassin. Mais dans un coin, on a fait une salle de verture dans laquelle on a mis un piédestal avec une statue. Et cette statue, le maréchal et Jahan la choisissent avec soin. On s'aperçoit aussi qu'ici, il y a un petit jardin, ici. Et ce petit jardin doit être celui du gouverneur du château. Je n'ai pas retrouvé la trace de la présence de ces grands bassins. Mais en revanche, toute cette partie près de la rivière a été effectivement plantée en pépinière. On ne dessine pas la partie où il y avait jadis le grand verger, mais je pense que c'est peut-être aussi parce qu'il existe, mais qu'on ne le considère pas faisant partie donc du plan d'ensemble. Sur l'atlas de Truden et de Perronnet, donc vers 1764, on est peut-être plus proche de la réalité, c'est-à-dire qu'on a bien la composition d'ensemble avec le parterre des Romains qui n'est plus en 4 parterres, mais qui est maintenant en 2 parterres allongés parallèles de part et d'autre de l'axe principal. La demi-lune n'est pas aussi étirée que sur le plan précédent. Les pépinières sont bien présentes. Le jardin le jardin dit de la ville est aménagé dans une partie, puis ensuite transformé en pépinière. En revanche, le maréchal semble avoir beaucoup plus soigné la partie sud du parc, où sont inscrits énormément de salles de verdure et de promenades un peu pittoresques. Apparemment, on a multiplié les allées en diagonale. Et puis surtout, ici, on a aménagé d'une manière plus importante verger et potager. Pour ce résumé, si nous regardons en 2005 l'état de la plateforme du château, de la plateforme du parterre des Romains, du Grand Pré ou Saint-Foin et du parterre de la ville, on remarque que les plans que nous venons de voir ont pu être réalisés, puisqu'ici, il y a bien 2 bassins dans le jardin de la ville. Il y en a 2 au lieu d'un central dans le parterre des Romains. Ici, c'est beaucoup plus confus, mais il semble qu'il y ait quand même un tracé régulier. Et puis, on peut le comparer, ce qui est dessiné sur la gravure de Marot, mais on peut aussi le comparer à ce que l'on vient de voir sur le plan du 18e. Là, le bassin central n'est pas figuré, mais il semblerait qu'il ait été réalisé. Ici, on a l'impression d'avoir un axe important qu'on peut retrouver dans le tracé ici du dessin
du XVIIIe siècle. Il y a encore sûrement d'enfouis sous ces grands prés les structures d'un jardin du XVIIIe siècle. Également pour la demi-lune, en 1650, on a vraiment un arc, quasiment un demi-cercle, qui relie les deux grottes, avec un jardin rond, circulaire, alors qu'en 1740, on a complètement étiré. Alors, je me suis amusée à mettre les grottes au même niveau, ainsi que le canal, pour pouvoir trouver une similitude. En fait, toute cette partie-là aurait été inventée donc entre 1726 et 1740, d'abord par Degault et puis surtout par Chevautet par la suite, puisque Degault meurt en 1732. Donc, il interviendrait à partir de 1726-27. Il a donné des dessins, ça on le sait, mais c'est Chevautet qui intervient par la suite, qui va se mêler également du jardin, parce qu'il reprend les modifications du château lui-même, qui avait été commencé par Larue et qui ne donnait pas satisfaction au cardinal. Et on voit comment les choses sont tracées sur l'ancien cadastre. Donc, on voit sur l'ancien cadastre les vestiges, donc on voit toujours les deux grottes, et on voit quand même l'importance de l'étirement du jardin du XVIIIe siècle, qui est plus ou moins conservé au niveau du tracé des parcelles. Ici, la photo aérienne présente la partie qu'on appelait tout à l'heure jardin jeu de paume et bosquet. Ici, à l'adjonction d'une piscine, il y a aussi pas mal de verrues. Qu'en fait, une partie de ce grand jardin des Bosquets a été amputée par des constructions récentes qui sont venues perturber un peu le dessin du parc du XVIIIe siècle. Ceci est donc le résultat d'un remaniement du parc entre 1870 et 1900. Aujourd'hui, on a un parc paysager qui a été tracé autour d'un petit château construit dans les années 1860, probablement par un banquier qui avait racheté une partie du domaine, qui aurait fait aménager un parc paysager autour. On a des traces, l'intervention des frères Buller dans les années probablement 1870, lorsqu'ils viennent à Tours pendant la Commune de Paris, les frères Buller qui seraient intervenus probablement, mais ce n'est pas sûr, à la demande du banquier N, qui est en fait le beau-père du 6e ou 7e duc de Richelieu, et qui fait un remembrement des parcelles, qui rachète la totalité du parc et qui fait appel donc probablement à Eugène et Denis Buller pour remodeler le parc paysager autour du petit château qui devient leur demeure. Je pense que c'est à ce moment-là aussi que l'aile des communs, qui était encore en partie conservée, au moins pour sa partie ici est, à côté du manège, a été démolie et ainsi on a transformé le manège en une fabrique de jardin. Ça, c'est donc l'intervention des frères Buller ici. À la fin du siècle, intervient Édouard André, qui, je pense, lui, restructure la partie régulière du site qui est conservée donc dans la partie nord du parc, ici. Vous voyez ici toutes les modifications et aménagements récents qui ont été faits. Et ce qui est quand même assez négatif, c'est que la grande perspective qui était face à l'entrée du château et qui conduisait en pleine campagne au milieu de rien du tout, a été complètement détruite. Et surtout, l'aménagement d'un camping a complètement obstrué la vision et le point de vue depuis la route de Châtellerault vers Loudun. On a l'impression aujourd'hui d'avoir deux parcs, un parc d'inspiration régulière situé au nord du château et un parc paysager situé au sud de l'ancien château qui encadre et qui sert de décor au petit château. Ce petit château, le voici, probablement agrandi aussi dans les années par le banquier N, probablement agrandi surtout avec ce genre de beaux windows. Et on s'aperçoit que ce petit château était quand même entouré de mosaïculture, probablement, ça c'est probablement l'empreinte d'Édouard André, et on voit la présence d'arbres effectivement déjà un peu grands, mais surtout de jeunes arbres.
L'entrée actuelle du château sur la ville est aujourd'hui simplifiée, mais à l'époque était ornée de massifs de fleurs. Les caves de Bacchus servaient vraiment de chais et de cave à vin. Ici, vous avez donc tout le personnel qui pose avec les fûts. La vigne qui occupait la rive droite du Mable en aval des grottes a malheureusement été arrachée. Donc, les chais de la grotte de Bacchus ne sont plus utilisés aujourd'hui. Pourtant, il y a encore d'immenses grottes, d'immenses caves voûtées qui sont maintenues sous la colline. Les vues anciennes, surtout les clichés de William Lemaire, qui ont probablement été réalisés dans les années 1890-1900, présentent un canal rectiligne avec très orné d'arbres et jalonné d'arbres assez grands sur les côtés, avec un embarcadère qui permettait donc les promenades en barque autour des parterres, la présence de saules pleureurs qui n'existe plus aujourd'hui et qui donne un effet de miroir plus important que ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement plus rien ne se reflète dans les eaux des meubles. Voilà, je vous remercie. Merci Christine pour cet éclairage passionnant sur le parc de Richelieu. Et je voudrais surtout vous rappeler que vous continuiez votre lecture avec ces 2 magnifiques livres que l'on trouve toujours en librairie sous la direction de Christine Toulier. Donc Richelieu, le château et la cité idéale, et le catalogue d'exposition Richelieu et Richelieu paru en 2011, architecture et décor d'un château disparu. Je vous remercie et à bientôt pour un web module patrimonial.